Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Alexia a 34 ans, elle est maman de 3 enfants et elle est créatrice de contenu depuis presque 10 ans. Comme elle le dit, ses parents ne roulaient pas sur l'or, donc elle a souhaité très vite trouver un travail. Elle rentre assez rapidement dans la marine nationale et sera donc militaire pendant 4 ans. Au bout de ces 4 années, Alexia se rend compte qu'elle ne supporte pas le fait d'avoir un patron. Elle se sent limitée dans ses idées, elle décide alors de partir. Un beau jour, elle est contactée par un casteur de Secret Story qui lui demande si elle a un secret et si elle souhaite participer à l'émission. Alexia voit cela tout de suite comme une opportunité financièrement parlant. Mais surtout, Alexia avait bel et bien un secret et pas des moindres. Il s'avère qu'elle a découvert à l'âge de 14 ans qu'elle avait son jumeau en elle, sous forme de kyste accroché à l'un de ses ovaires. C'est lors d'une échographie qu'elle est envoyée d'urgence à l'hôpital. Ils découvriront alors une masse de 21 cm de diamètre à l'intérieur de son ventre. Elle n'avait pas de symptômes particuliers, mis à part un ventre légèrement gonflé, mais le jour où elle rentre à l'hôpital, son ventre réagit et se transforme en ventre de femme enceinte sur le point d'accoucher. Évidemment, le secret est tellement impressionnant que l'émission veut Alexia. Elle ira jusqu'en finale et suite à cette aventure, on lui propose de faire d'autres téléréalités, mais Alexia souhaite tout de suite sortir de ce monde. Dans cet épisode, Alexia nous raconte en détail l'histoire de son jumeau parasite, les dessous de l'émission, le retour à la réalité, être alpaguée dans la rue, se cacher pour éviter la foule, et la suite de sa vie, commencer à partager des choses sur Instagram, rencontrer son futur mari, tomber enceinte, commencer à collaborer avec quelques marques et à vendre des programmes sportifs. Alexia, c'est aussi et surtout une grande sportive. Pole dance, raid, course à pied, semi-marathon, rien ne l'arrête. Mais alors comment fait-elle pour gérer toutes ces facettes de sa vie ? Quel est son état d'esprit ? Et pour finir, elle nous parlera de son tout dernier projet, son livre dans lequel elle se livre sans filtre sur son passé, son parcours, son quotidien de femme, de maman et de chef d'entreprise. Bonne écoute à vous. Salut Alexia. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci et toi ? Ça va, je te remercie. Je suis contente de t'avoir à mon micro. Alexia, donc il y a beaucoup de monde qui te connaît déjà, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Oui. Alors, moi, je m'appelle Alexia Maury, j'ai 34 ans, je suis maman de 3 enfants, je me suis mariée il y a 1 mois et j'habite dans le sud de la France et je suis, on va dire, influenceuse. Je mets du contenu sur Instagram depuis maintenant presque 10 ans. Et donc, on va commencer par ça, par comprendre un petit peu, c'est quoi ton parcours, comment t'en es arrivé là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On aime vraiment, si tu veux, comprendre le parcours de notre invité, puisqu'on connaît la Alexia d'aujourd'hui, mais on aime bien avoir toute l'histoire. Donc, je te laisse un petit peu prendre le point de départ de ton choix et me raconter un petit peu ton parcours, Alexia, même si t'as fait, je sais pas, ce que t'as fait comme job avant, des études, j'en sais rien. Tu prends le point de départ de ton choix. Moi, j'ai toujours grandi donc dans le sud de la France, près de Toulon, à la Seine-sur-Mer. De là, j'étais à l'école comme tout le monde, au lycée. Je suis allée jusqu'au bac. J'ai eu mon bac au rattrapage. Et de là, je savais pas trop ce que je voulais faire parce que l'école, c'était pas trop un truc qui me passionnait. J'aimais pas apprendre quand ça m'intéressait pas. Et c'est vrai qu'à l'école, je trouvais pas ça utile en fait, et moi j'aimais beaucoup tout ce qui était les arts plastiques, le dessin, la peinture, les œuvres d'art. J'aimais tout ce domaine-là. Du coup, je voulais me diriger plus dans les arts plastiques. Sauf qu'il y a très peu d'écoles et l'école où j'avais postulé, c'était en liste d'attente. Donc je me suis dit j'attends, mais qu'est-ce que je fais pendant cette année-là ? Est-ce que je m'inscris dans une école et je fais quelque chose pour dire je fais quelque chose, ou est-ce que je travaille ? Et dans ma famille, j'avais mon grand-père qui était militaire. Il m'avait dit, mais pourquoi t'essayes pas de rentrer à l'armée ?
c'est vrai que ça me tentait pas trop, mais en fait, il fallait que je travaille parce que j'avais pas non plus une famille. Enfin, j'avais des parents qui étaient divorcés et mes parents ne roulaient pas sur l'or. Donc, en gros, si je voulais faire des sorties, m'acheter des choses, tout ça, il fallait que ce soit moi qui me les paye. Sauf que j'allais ne rien faire. Donc, il fallait que je trouve un travail finalement. Et je me suis dit, non, pourquoi pas. Je me suis inscrite dans une genre de préparation militaire où j'y allais au début le samedi pour voir un peu ce que c'était, apprendre un peu la vie en étant militaire. Et finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller. C'était plutôt cool et tout. Donc, c'était bonne ambiance là-bas. Donc, je me suis dit, allez, je passe le concours. Donc, finalement, j'ai passé le concours dans la marine nationale. J'ai été prise. Donc, je suis vite montée à Cherbourg pour faire mes classes pendant 3 mois. J'avais une formation militaire et une formation métier. À la base, c'était pas non plus un métier qui me passionnait, parce que c'était dans la bureautique, donc tout ce qui était secrétariat, enfin un métier dans un bureau. Mais je me suis dit bon on va voir, pourquoi pas. Dans tous les cas, faut que je travaille. Donc j'ai été militaire pendant 4 ans et finalement du coup je n'ai même pas fait mon école finalement d'art plastique. Une fois que je suis dans le monde du travail, en fait, que tu commences, tu sais, à gagner ta vie, à avoir un salaire, à sortir, enfin, à faire un peu ta vie d'adulte, finalement, ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, finalement, je continue de travailler. J'ai été mutée 2 ans à Paris et c'est moi qui ai choisi de mon plein gré d'être mutée à Paris, alors que tout le monde choisissait soit de rentrer chez eux, soit des destinations comme, les îles. Moi, j'avais pas envie. Moi, je voulais partir loin. Je voulais vraiment apprendre ma vie d'adulte, savoir comment faire mes papiers toute seule. Ne plus avoir besoin de maman derrière pour poser plein de questions. Bien que quand j'étais à Paris, j'avais toujours besoin d'elle quand même pour certaines choses. Mais j'avais envie, tu vois, de devenir vraiment une adulte. Tu vois, parce que pour moi, quand on était tant qu'on habitait chez ses parents, on n'était pas réellement adulte. Ouais, bien tant sûr. qu'on gérait pas tous nos papiers. Voilà, vraiment être autonome. Donc, je suis partie là-bas. Sauf qu'en étant sudiste, je me suis vite rendu compte que le soleil, la mer me manquaient. Donc, j'ai réussi à me refaire muter dans le sud. Et j'ai réussi. C'était dur, mais j'ai réussi. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que 4 ans étant militaire, c'était pas en fait un métier pour moi parce que je me rendais compte que j'aimais pas la hiérarchie, je supportais pas en fait d'avoir un patron au-dessus de moi qui me donne des ordres. Et en plus le milieu militaire, tu te doutes bien que c'est quand même assez très carré et en fait ça me plaisait pas. Mais en fait après j'ai vite compris que c'était même pas le milieu de l'armée qui me plaisait pas, mais c'était juste le fait d'avoir un patron qui me convenait pas en fait. T'as compris ça jeune déjà. Ouais, j'ai compris ça jeune en fait. J'aimais faire les choses et ça m'énervait en fait de me dire que non, il fallait que je les fasse autrement, comme on me l'avait dit, alors que j'avais plein d'idées. Enfin, j'aimais pas ça. J'aimais pas finalement recevoir d'ordre. Donc de là, eux me renouvellent, mais moi je leur dis que non, je pars, donc je casse mon contrat. Enfin non, je casse pas mon contrat, mais c'était 4 ans renouvelable encore, 4 ans renouvelable. Donc en gros, j'ai rempli ma part du job. Et ensuite, je me suis dit bon, allez, je verrai bien. Je me suis dit de toute façon, je vais au moins peut-être toucher le chômage le mois prochain, donc j'aurai le temps un peu de me retourner. Enfin, je me dis voilà, je vais trouver, je vais me débrouiller, voilà. Et en fait, à ce moment-là, à l'époque, il y avait l'émission Secret Story qui était à la télé, depuis plusieurs années. Mais j'avoue que moi, je n'avais jamais regardé. J'avais regardé en fait à l'époque beaucoup plus vieux encore. J'avais regardé Love Story. Enfin, tu vois, c'était encore plus vieux. Ça remonte ça. Oui, ouais. C'est ça. Et mais je savais que ça existait cette émission et tout. Et un jour sur Facebook, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message, un casteur, pour me demander si j'avais un secret, si ça m'intéressait en fait de participer à l'émission. Sur le coup, j'ai de suite vu en fait l'opportunité. En fait, moi, j'ai même pas pensé à me dire ah trop bien, je vais passer à la télé, je vais pouvoir faire une émission. Moi, je me suis tout de suite dit ah là là, c'est vrai que mon chômage, je vais pas l'avoir le premier du mois, je vais sûrement l'avoir au bout de 30 jours. Si je fais l'émission, au moins, je suis sûre que je vais avoir un salaire et je suis sûre que je pourrai payer mon loyer dans l'appart dans lequel je vivais. Enfin, tu vois. J'ai vu cette opportunité en mode plus de l'argent que j'allais gagner, que j'allais pouvoir payer mes factures et que j'allais pas être dans le rouge. Donc de là, je lui dis que oui, j'avais un secret. Mon secret, c'était que j'avais mon jumeau ou ma jumelle en moi jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est ce que j'ai découvert, ouais.
Je savais pas, je connaissais pas cette partie-là de ton histoire. C'est dingue. C'était un vrai secret. Oui, en fait, ma mère était enceinte de première échographie, était enceinte de jumeaux. Je crois que c'était la deuxième échographie. En fait, il en restait plus qu'un. Et de là, comme maintenant, il y a de ça 34 ans, enfin, à l'époque, ça faisait 14 ans, ils pensaient sûrement peut-être à une erreur. Donc, en fait, ils ont laissé passer, quoi. Hein. Moi, sur son échographie, il y avait marqué, la première, il y avait marqué grossesse gémellaire. Et après, il y avait marqué plus qu'un seul, un seul fœtus. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, quand j'ai commencé à avoir ma puberté et que j'ai commencé à être indisposée, mon corps de femme a commencé à se former. Et je pense qu'à ce moment-là, le kyste, lui, a commencé en fait à se développer parce que c'était sous forme de kyste qui était accroché à mon ovaire. Et il a grossi jusqu'à ce que je me fasse opérer en urgence parce que j'avais des douleurs atroces comme des contractions, tu vois, des contractions d'accouchement finalement. Wow. Et donc quand ils m'ont opéré, au début ils m'ont fait une petite incision au niveau du nombril, tu sais, pour se dire on va aller sortir un petit truc. Sauf qu'en fait ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus gros, ça faisait 21 cm de diamètre. Donc ils ont été obligés de me faire ils m'ont fait une césarienne. Donc ils m'ont sorti ce kyste énorme. Ils ont dû me faire une ablation aussi de mon ovaire, donc j'avais plus qu'un seul ovaire. Et de là, en fait, ils ont regardé à l'intérieur, ils ont cherché, et dans ce kyste, il y avait des dents, du cartilage, de la moelle, des cheveux, enfin tout, voilà. Et je me rappelle le médecin qui avait demandé à ma mère justement si elle n'avait pas été enceinte de jumeaux, et il nous avait expliqué tout ça, en fait, que voilà, nos poches avaient dû en quelque sorte peut-être fusionner, et qu'avec la puberté, c'est comme ça que ça s'est manifesté, et justement au moment justement de ma puberté où j'ai commencé à me développer, le kyste a lui aussi commencé à grossir, et j'ai commencé à avoir mal parce qu'en fait il prenait tellement de place à l'intérieur de moi il allait éclater en fait. Et pendant ces 14 ans, donc mis à part ce kyste, est-ce que tu avais, c'est con comme question, mais est-ce que tu avais ressenti comme quoi il y avait peut-être autre chose en toi ou des sensations bizarres? Alors non, c'était vraiment la première question que tout le monde m'a posée, si justement j'avais ressenti le manque d'un jumeau ou de quelque chose. Pas du tout. J'ai jamais eu de manque. J'ai jamais eu. Enfin, je pense pas avoir eu un manque comme ça par rapport à un jumeau. Par contre, c'est quelque chose qui m'a toujours complexée parce qu'en fait, je pense qu'à un certain moment dans ma vie, ça a dû commencer un peu prendre de la place en moi. Et tu vois, j'étais toute fine, mais j'avais ce ventre très, tu sais, j'avais toujours ce ventre un peu de bébé, vachement sorti, un peu rond, tu vois ce que je veux dire? Et j'en étais très complexée, moi, du coup. Genre, dès jeune, dès mon plus jeune âge, j'étais très complexée de mon ventre. J'avais toujours ce ventre très gonflé, très rond, que je cachais toujours derrière des t-shirts larges. Enfin, je sais que je regardais mon ventre tous les jours, tu vois. C'était vraiment quelque chose. Et quand je me suis fait opérer, du coup, et que je suis sortie de là avec un ventre plat, parce qu'en plus, il faut savoir que, du coup, comme j'étais pas au courant que j'avais ça, tu vois, c'était un peu comme un genre de déni. Peut-être que ça se voyait un peu, mais pas tellement. Le jour où je suis rentrée à l'hôpital, je me rappelle quand je faisais une échographie, en fait, parce qu'avant, j'étais allée chez le généraliste, qui m'avait dit, bon, allez, faut faire une écho, machin, mais tu sais, le temps que t'ailles de rendez-vous en rendez-vous, il se passe bien quelques jours. Et quand je suis arrivée chez l'échographe et qu'il m'a fait l'écho, je me rappelle qu'il m'a même pas parlé à moi, il a de suite décroché son téléphone, et en gros, il a dit, Bernard, prépare-moi une ambulance, faut transférer la petite à l'hôpital, elle a une masse dans le ventre, je sais pas ce que c'est, il faut l'opérer d'urgence. Enfin, tu vois, Et de là, dans ma tête, je me suis dit, waouh. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, le soir même, ils ont pas pu m'opérer le soir même parce qu'il fallait que je sois à jeun, tout ça. Donc, j'ai été opérée que le lendemain. Le lendemain matin, quand je me suis levée, j'avais un ventre de femme enceinte. Tu vois, c'était en fait de savoir que vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps, et de savoir que je l'ai réalisé, et un médecin me l'ait dit. Je me suis levée, quand j'ai soulevé ma blouse, je te jure, j'avais un ventre, je devais avoir un ventre de femme enceinte de 6 mois, quoi. Enfin, un ventre énorme, alors que j'avais 14 ans. Et en plus, je savais pas ce que j'avais, moi. Donc, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, je commençais à me faire plein de films dans ma tête, me dire qu'est-ce que j'ai, Enfin bref, donc je me suis fait opérer, et donc c'était mon secret.
Donc, ça tombait bien. Alors, tu vois, quand j'ai raconté ça au casteur, alors là, il était là, ah, waouh, machin, t'as des preuves de ça et tout. Je dis, bah oui, j'ai tout un dossier médical, tout ça. Enfin, donc, tu vois, pour lui, c'était du pain Il devait béni. halluciner, le gars. Ouais, franchement. Et du coup, de ce moment-là, en fait, ils m'ont plus lâché en mode, ben, on veut que tu sois dans l'émission, on te veut, nanana, nanana. Donc, au final, ben, je suis passée faire tous les castings, tout ça. Ils m'ont contacté. En fait, j'étais pas encore en fin de contrat. Tu vois, ça devait être dans l'année, je pense, vers janvier. Et mon contrat, il arrivait à sa fin en juin. Et donc, en fait, ça tombait trop bien. Ça voulait dire que j'arrêtais la marine nationale, et de suite, en fait, je rentrais dans l'émission. Tu vois, c'était vraiment le très bon timing. Complètement. Donc, au final, je rentre dans cette émission. Donc, je fais 3 mois d'émission, j'arrive en finale, je perds en finale, mais pour moi, j'ai gagné parce que moi, mon but, c'était au final d'arriver en finale. Même si tu ne remportais pas, tu remportais quand même ta cagnotte. Et puis, c'était quand même, on va dire, une belle victoire quand même d'arriver jusque-là. Donc, je suis arrivée jusque-là. Et à partir de là, on m'a proposé plein de télé. Mais moi, j'étais pas chaude pour ça parce que j'avais vu, en fait, déjà, c'était quoi ce milieu. Et je me C'est ce que rendais j'allais compte te demander. Comment t'as vécu l'expérience? Quand j'étais dedans, l'expérience, je l'ai vécu bien, même si dedans on pouvait penser que j'étais mal, parce que voilà, tu vois, moi à l'époque, on savait pas encore que pour faire de l'audience, il fallait faire ça, il fallait crier, il fallait faire des embrouilles, il fallait faire. Moi, c'était pas encore ça. Moi, c'était encore du naturel. Tu vois ce que je veux dire? On n'était pas. Bien sûr. On nous disait pas de faire ci, de faire telle ou telle chose. Par contre, on ne savait pas. On était un petit peu comme manipulés. Tu vois, quand j'ai regardé l'émission plusieurs semaines après, quand je suis sortie, j'ai vu par exemple que on me montrait en train de faire certaines choses, mais derrière, on ne montrait pas pourquoi je faisais ces choses-là. Tu vois, tous les matins, je me levais et la voix me demandait Alexia, confessionnal. Et tous les matins, la voix me donnait une mission. Et moi, alors, j'acceptais toutes mes missions et je peux te dire que je les remplissais comme jamais parce que tous les jours, je savais que je gagnais au moins 500 €. Et je me disais, mais petit à petit, 500 €, ça me fera une belle cagnotte. Et si j'arrive à valider ma cagnotte en finale, je me dis, waouh, quoi, tu vois, enfin, je repars avec quand même une belle somme d'argent, tu vois, là, à cette époque-là. Vraiment, je me disais juste, je viens d'un milieu vraiment où on roulait pas sur l'or, où j'ai toujours vu mes parents galérer. Enfin, tu vois, je me disais, si je commence dans la vie avec de l'argent que je pourrais mettre de côté, pour moi, ça sera tout bénef, quoi. Donc, je m'appliquais dans mes missions. Et bien évidemment, je sortais avec un mec dans l'émission. Et l'émission, c'était toujours, tu as 1 heure pour lui dire que tu l'aimes. Tu as 1 heure pour qu'il t'avoue ses sentiments. Tu as 1 heure pour lui faire des câlins. Tu as 1 heure pour lui faire un spa, massage et compagnie, tu vois. Et à côté de ça, lui, il avait la mission tu dois ignorer Alexia pendant 1 heure. Tu ne dois pas parler, Alexia. Tu vois, voilà. Et en fait, quand on regardait l'émission, en fait, moi, on me voyait faire le larbin, la pleureuse, la folle amoureuse. Et à côté, lui, il passait pour le salaud, le méchant. Enfin, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, alors oui, peut-être que lui, il était un peu de type dragueur, un peu style mauvais garçon, mais à côté de ça, il était gentil. Enfin, il était pas bête. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et moi, à côté de ça, j'étais pas non plus. Enfin, bien sûr, on m'a vu pleurer, mais je ne faisais pas que ça en fait. Tu vois, c'était derrière, on ne disait pas que c'était des missions. Enfin bref, donc tu vois, quand j'ai vu ça en sortant, j'ai compris que c'était un milieu quand même de manipulation. Et puis je voyais tous les gens qui avaient fait l'émission autour de moi, ils voulaient que faire d'autres télé, tu vois, et tous entre eux, je les voyais que des fois ils se critiquaient, mais face à face, c'était genre la grande famille. Et moi, je supportais pas, tu vois, de me dire, c'est quoi ce milieu, cette famille de faux cul au final. Enfin, tu vois, je me voyais pas en fait mentir ou, enfin, c'était pas mon délire en fait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu l'as fait une fois, c'était bien, ça t'a apporté aussi pas mal de choses parce que tu vois, je suis sortie quand même avec une somme d'argent qui était quand même importante. J'ai gagné presque 40 000 €, donc c'était dingue. Bien sûr. Et donc je me suis dit j'arrête, je retrouve un travail. Et au final, je suis repartie dans ma petite vie comme avant. Donc j'avais mon appartement, j'avais mes 40 000 € que j'ai placés sur une assurance vie et je me suis dit je ne touche pas. Et ça servira pour m'acheter un appartement un jour. Waouh, bravo. Ouais, j'ai rien touché et j'avais tout mis de côté et j'ai continué en fait ma vie. J'ai trouvé rapidement un travail. Alors je pense que
d'avoir fait la télé, ça m'a ouvert quand même pas mal de portes dans le sens où tu vois, je me rappelle quand j'ai fait mon entretien dans une agence immobilière, le patron m'a fait mon entretien et je me t'ai dit trop bien, il m'a pas reconnu. Enfin, tu vois, c'est cool parce qu'il m'a fait mon entretien vraiment comme une personne comme tout le monde. Et en fait, à la fin, il m'a dit et alors, fini les paillettes, il m'a dit. Ah ok. Donc tu vois, je me dis peut-être la petite pointe. Ouais, je me dis tu vois, si j'avais pas fait l'émission, peut-être qu'ils m'auraient peut-être pas embauché. Enfin, tu vois, enfin. Et d'ailleurs, ça avait pas été, le retour à la réalité. Du coup, c'est ce que tu voulais puisque tu ne voulais plus faire de télé. Mais est-ce que tu l'as bien vécu? Franchement, le retour, je l'ai mal vécu parce que, en fait, quand tu sors de là, on dirait que limite t'es Madonna, Beyoncé, enfin, c'est incroyable. Je te jure, c'est incroyable. Toi, tu te dis, enfin, tu sors de là, bah, tu reprends ta vie normale, mais non, c'est pas possible. Les gens, ils t'ont vu pendant 3 mois et demi, tous les soirs à la télé, dans une quotidienne. Ils t'ont vu des fois en live, ils t'ont suivi, ils ont aimé ta personnalité, enfin, ils t'ont suivi H24. Limite, en fait, t'es devenue leur cousine ou leur sœur, quoi. Du coup, quand je suis sortie, c'était même pas, tu vois, la proximité quand demain, tu vois, tu rencontres Beyoncé, tu vas pas la voir en courant, tu vas la regarder un peu de loin et tu vas limite être gênée et tu sais, tu vas peut-être essayer de la prendre en photo, mais tu vas pas faire le fan, lui crier, lui sauter dessus, tu vois. Ouais, il y a une certaine forme de respect. Voilà, c'est ça. Alors que nous, en tant que candidat de TRT, il y avait pas cette barrière. C'était les gens venaient te taper limite la bise et ils te mettaient la main sur l'épaule et salut ma sœur. Tu vois, c'était waouh, l'enfer. Et moi ça, j'ai eu quand même beaucoup de mal parce que je pouvais plus rien faire. J'allais faire des courses, et il fallait que je fasse des photos dans les rayons. Alors tu vois, j'ai jamais dit non pour des photos parce que je me dis les gens ils ont voté, ils étaient là derrière toi, ils t'ont soutenu. Mais il y a des moments, il y a des jours où t'es pas luné comme tous les jours, ou même il y a des jours où t'aimes pas ta tête, il y a des jours où je sais pas moi t'as tes règles, enfin tu vois je suis dans le rayon je suis dans le rayon Tampax, voilà, Alexia elle a ses règles, enfin tu vois t'as plus oh mon Dieu, le matin. Mais t'avais pas pensé à tout ça? Non, avant de faire l'émission, ouais, t'avais pas réalisé. Je regardais pas, donc en fait, je savais pas que c'était comme ça. J'allais pas me rendre compte que limite tu devenais comme une star. Enfin, tu vois, bien sûr, pas une star, mais c'était un peu ce truc-là de partout j'allais, on m'arrêtait dans la rue. J'aime ce que tu fais, gna gna gna, je peux faire une photo. Alors oui, alors moi je faisais des photos, mais hyper gênée parce que pour moi je suis personne, quoi. Tu sais, je suis comme toi, tu sais, je suis comme toi. Moi aussi je fais caca, je fais pipi. Ça me faisait toujours bizarre. Et puis des fois, je me rappelle que je suis allée dans des magasins. Le vigile a dû me faire sortir par l'arrière du magasin parce que ça avait créé une genre d'émeute. Ah ouais, d'accord. Dans un McDo, pareil. En fait, quand je suis sortie de l'émission, j'ai pas compris. On m'a dit tiens, il y a 3 gardes du corps qui sont avec toi à Paris. Comment ça, 3 gardes du corps? J'ai dit. Bah oui, parce que tu verras en fait. Enfin, tu sais, on te dit ouais, parce que tu verras et tout. J'ai compris pourquoi. Enfin, tu peux pas faire un pas dans la rue sans que derrière ça fasse Enfin, tu vois, c'est dingue qu'ils vous aient pas davantage parlé de ça, prévenu, tu vois. Non, pas tellement, tu vois. En fait, le dernier jour d'émission, on a un psychologue qui vient nous parler un peu de ça, mais sans trop non plus pour pas nous faire peur, je pense, tu vois. Enfin bref. Donc ça, c'était à Paris. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, chez moi, ça va se calmer. Mais en fait, non, pas du tout. Chez toi, c'est encore pire. C'est ta ville. Donc les gens, ils sont encore plus à fond. Enfin, il y a même des fois, je me rappelle que quand je prenais mon chien, parce que j'avais un chien, donc il fallait que je promène mon chien matin et soir, dans la rue, on me disait, putain, on t'a pas dit, tu ressembles à Alexia de Secret Story. Et moi, je disais, ah ouais, ça me saoule, faites que me le dire. Je disais, mais non, c'est pas moi. Je disais, tu vois, j'en venais à dire, non, c'est pas moi, pour que limite je respire un peu. Enfin, j'en avais tellement, et même j'en avais tellement marre que pendant presque un mois, je suis quasiment pas sortie de chez moi. J'ai demandé à une copine qui vienne limite vivre avec moi. Je passais mes soirées avec elle, je sortais plus. Enfin, parce que j'en avais marre. J'étais fatiguée de cette foule et limite des fois ça me faisait peur aussi, tu vois. Parce que tu sais jamais si tu tombes et tout. Et moi j'en ai. L'après, je l'ai pas très très bien vécu. Donc après, j'ai vite repris ma vie et au fur et à mesure, une fois qu'il y a eu une nouvelle télé, là tu vois ça a commencé un petit peu à s'estomper parce qu'après voilà il y a des nouveaux personnages, des nouvelles personnes dans les émissions et du coup on commence au fur et à mesure à t'oublier, mais pas tellement. Mais c'est sûr que ça s'estompe, bien que des fois tu vois je me suis déjà retrouvée dans un bureau en pleine agence immobilière en train d'expliquer à des clients
que pour leurs dégâts des eaux, il faut bien qu'ils contactent leur assurance, qu'ils fassent ça, ça, ça et ça. Et j'avais 2 personnes en face de moi qui me regardaient la bouche ouverte et qui m'écoutaient parler. En fait, ils écoutaient rien de ce que je disais pour au final, à la fin, me dire c'est bien vous, Alexia de Secret Story? Bah, tu vois, c'est pas vrai. Ça a duré très longtemps, hein, tu vois, même encore un peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus Alexia de Secret Story. Aujourd'hui, c'est Alexia de Instagram, tu vois. Des réseaux. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai repris ma petite vie et tout. Donc, j'ai travaillé. Mais puis, donc là, je me suis rendu compte que toujours avoir un patron au-dessus de moi, ça me convenait pas. Donc de là, en fait, quand je suis sortie de l'émission, moi, j'ai direct, en fait, dès la création de Snapchat, Instagram, tout ça, je me suis inscrite dessus comme tout le monde, en fait. Donc j'ai commencé de là et je partageais, en fait, mon quotidien. Et en fait, c'est vrai que je partageais tout. Je partageais vraiment mon quotidien comme mon journal intime. En même temps, je partageais mes rigolades, mes soirées, enfin, je partageais tout, tu vois, c'était vraiment sans filtre, parce qu'à l'époque, on n'était pas non plus nombreux d'être sur ça. Enfin, je partageais ma remise en forme aussi, parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus ronde et du coup, je m'étais mis au sport à fond, j'avais changé de mode de vie, je mangeais bien, tu vois, donc et ça plaisait, tu vois. Et à l'époque, il y avait ce truc là des régimeuses. Alors, j'étais aussi un peu dans le mouvement, tu vois. Je partage mon quotidien, ce que je mange, ce que je fais comme sport, et voilà. Et du coup, les gens de m'avoir vue à la télé, de m'avoir vue un peu plus ronde et de m'avoir vue après en mode normal, tu vois, étaient aussi intéressés par ça. Donc j'étais vachement centrée aussi sport, alimentation, je motive les troupes, voilà. Et ça me plaisait, tu vois. Et de là, je rencontre mon mari maintenant. J'ai du mal à dire mari. Donc, bah oui, c'est très récent. Et ouais, c'est récent. Donc je rencontre Stéphane et de là, on se met ensemble. C'est l'amour fou, tout ça. Enfin voilà, c'était trop bien. On a une petite rupture de 10 mois tous les deux, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde niveau travail. Lui avait 2 travails. Il travaillait et en tant qu'agent commercial dans l'immobilier, et en même temps la nuit, il travaillait en boîte de nuit et en avant-boîte pour se faire un complément de salaire. Et moi, ça m'a vite gonflé parce que j'étais tous les week-ends toute seule. Tu sors tout le temps toute seule. Alors oui, tu peux toujours aller à la boîte où ton chéri travaille, mais quand t'es invité dans aux anniversaires ou autre, j'étais tout le temps toute seule. Donc ça me saoulait. Donc on se disputait beaucoup. Bref, on se sépare et finalement c'est lui qui revient vers moi. Donc on se remet ensemble. Bien que j'avais dit plus jamais je ne le reprendrai, mais finalement voilà. De là, je tombe assez rapidement enceinte parce qu'on s'est mis ensemble en 2014 et en 2017, je tombe enceinte de Louise, enfin en 2016. En 2016, donc tu vois, 2 ans après, je tombe enceinte. Et en fait, à partir de ma grossesse, comme j'avais beaucoup plus de temps, parce que tu vois, j'ai été après arrêtée un peu avant le début de mon congé maternité. Je commençais déjà, tu vois, à travailler avec quelques marques. C'était vraiment le tout début, quoi. Tu vois, je suis vraiment, je crois, je fais partie vraiment des premières qui ont commencé à faire des collaborations rémunérées. C'est vrai que c'est hyper tôt, en 2016-2017, c'est... Ouais, j'ai commencé en 2000, je crois que c'était 2016, parce que j'étais enceinte. Donc j'ai commencé à faire des collaborations et c'est vrai que tu vois, je me faisais un petit complément de salaire. Alors c'était pas énorme, mais c'était déjà bien, quoi. Et c'est quand j'ai accouché que en fait c'est même pas là le côté entrepreneuriat ou autre qui a pris le dessus. C'est qu'en fait mon rôle de maman, je me suis dit en fait je me vois pas laisser mon enfant là reprendre en 3 mois le travail et laisser mon bébé à la nounou ou à la crèche. Je me sentais pas, tu vois, c'était mon premier enfant et j'avais besoin de materner, je me voyais pas retravailler, quoi. Je me voyais pas rentrer le soir à 18h30 ou à 19h et là voir mon enfant que le soir ou très peu le matin. Pour moi, voilà, il fallait que je démissionne, en fait. Et donc j'ai démissionné et je me suis dit, de toute façon, j'aurai toujours mes petits à côté, mes petits contrats que j'ai avec les marques que je vais continuer. Et je m'étais dit, écoute, ça sera ma principale motivation aussi. Je vais essayer de travailler un peu plus à la maison pour allier justement travail à la maison et vie de famille. Et au final, j'ai quand même mis Louise chez la nounou, un petit contrat, tu vois, c'était le matin.
Et j'ai continué du coup à faire mes placements de produits. Et à côté de ça, vu que j'étais beaucoup dans la remise en forme, dans le sport, tout ça, j'ai créé un programme sportif justement pour les femmes qui étaient débordées, qui travaillaient, qui avaient une vie de femme, une vie de maman, mais qui n'avaient pas forcément le temps de faire du sport. Et donc j'ai créé un programme sportif, programme nutrition, et je me suis mis à fond là-dedans. Donc j'ai continué là-dedans, et après les années ont passé, j'ai eu d'autres enfants et mes entreprises ont continué de grandir, et c'est comme ça que je suis toujours là actuellement, en faisant toujours ma vie de famille, en étant à la maison, en ayant toujours mes programmes sportifs, et toujours mes réseaux sociaux avec mes placements de produits, et voilà, c'est comme ça que j'en suis là. Mais quelle histoire, dis donc. Ouais, quelle histoire. C'était pas trop long. Non, c'était parfait. J'ai beaucoup parlé, désolée. En même temps, t'avais beaucoup de choses à dire, donc c'est bien. J'avoue que j'avais envie de te poser plein de questions. S'il fallait la faire un peu courte ou la faire plutôt longue avec les détails. Il y a tout type de possibilités. Écoute, tout est possible. Mais au moins, on a toute l'histoire. Alors, moi, c'est vrai que j'avais pas mal de questions, mais je t'ai laissé parler, et au final, tu répondais à mes questions. Donc, j'ai pas eu besoin forcément de les poser, ce qui était très bien. Donc, c'était parfait. Donc, juste pour rebondir sur un truc par rapport à tes programmes sportifs, donc aujourd'hui, c'est toujours actuel, et tu as encore une entreprise, du coup, qui vend des programmes sportifs en fitness, bien-être, etc. C'est ça? Oui. On a commencé avec des programmes papier, et maintenant on est dans des programmes vidéo que l'on propose justement à toutes les femmes, et même des hommes, s'il y en a qui passent par là, pour justement faire du sport à la maison avec très peu de matériel, sans avoir 600 excuses, quoi, parce que je pense qu'on a toutes 30 minutes 3 fois par semaine, c'est pas énorme, et voilà, c'est ce que je propose. Ok, génial. Et c'est vrai que j'ai vu que tu étais très sportive, puisque au-delà de faire probablement des séances de fitness, tu fais plein d'autres choses. Tu fais du pole dance, tu as fait un raid, là tu prépares quelque chose de très important, si j'ai bien compris aussi. Oui, alors je me suis mis au pole dance il y a maintenant 2 ans. Ça m'a pris comme ça en fait. Un jour, je crois que c'est ma belle-sœur qui me dit « Ah tiens, je me suis inscrite avec une copine, oh ça me plaît bien », mais enfin elle habite à Paris et on parlait comme ça de temps en temps, enfin... Et tiens, c'est vrai, je dis « Oh, mais moi, j'arriverai jamais, j'ai pas trop de force dans les bras et tout. » Enfin, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que tu vois, j'ai toujours aimé justement ce milieu un peu aussi artistique, et j'ai toujours fait de la danse en fait. Depuis le plus jeune âge, j'ai toujours été dans des écoles de danse. J'ai même été dans des petites comédies musicales, tu vois, de ma ville. Enfin, j'ai toujours adoré ça. Et je me suis dit, c'est bien le pole dance parce que ça allie la danse, en même temps, ça fait aussi un côté physique. Et en fait, j'ai essayé, et ça m'a, j'ai adoré ce côté, tu vois, ce côté de force qu'il fallait avoir, de ce côté d'endurance, et en même temps de force physique, et en même temps ce côté de grâce. J'ai adoré en fait le mélange de ces 3 choses, et du coup j'ai continué, et j'ai tellement aimé que quand j'aime quelque chose, je m'y donne à fond, et ça fait 2 ans que j'y vais beaucoup d'heures par semaine, mais c'est parce que c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Et à côté de ça aussi, maintenant, je fais un peu de la course à pied. Alors, je courais il y a 10 ans en arrière, je courais, tu vois, juste pour me dire, allez, je cours pour perdre du poids, tu vois, enfin, en mode, courir, ça fait perdre du poids, donc j'allais faire des footings, mais comme ça, enfin, tu vois, je partais de chez moi, j'enfilais ma paire de baskets, même pas, je pense, spécial running, tu vois, mais juste histoire de me dire, je cours. Et en fait, j'avais arrêté parce que je m'étais fait un peu mal au genou, tu vois, justement, je m'étais blessée, donc je m'étais dit, de toute façon, c'est pas pour moi. Et il y a 2 ans, en fait, on m'a proposé justement de faire un raid où il fallait courir, faire de la course à pied, faire du kayak, faire plein un truc un peu multisport. Et je me suis dit, oh là là, mais il faut que je m'entraîne pour ça, parce que sinon je vais être nulle, parce que tu vois, moi j'ai quand même un esprit très compétitrice. Quand je fais quelque chose, je le fais pas pour gagner, mais je le fais vraiment pour aller au bout, tu vois. Et si je peux vraiment, en plus de ça, réussir, c'est encore mieux. C'est vraiment dans mon âme. Enfin, je suis très compétitrice. Donc j'ai commencé à courir pour m'entraîner en fait, parce que j'avais un but derrière, j'avais un challenge. Et finalement, en m'entraînant, j'ai pris un certain niveau, et je voulais pas en fait perdre le niveau que j'avais acquéri. Donc en fait, je me suis dit, je continue. Dans tous les cas, ça me fera toujours du bien. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses qui se proposera à moi d'ici là. Et en fait, j'ai commencé à faire plusieurs
plusieurs raids. Et puis en fait, j'ai commencé à prendre goût à la course à pied. Et du coup, maintenant, je continue parce que c'est quelque chose qui me plaît et pas qui me plaît justement pour perdre du poids ou autre. Parce que non, des fois, tu peux courir, ça va pas forcément te faire perdre du poids, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'apporte tellement de bien-être quand je finis ma séance, enfin, tellement de satisfaction personnelle, même pendant que tu cours, enfin, tu penses à autre chose, c'est un genre de lâcher prise. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui m'a plu, enfin, qui me plaît. Et du coup, je continue mes entraînements par plaisir et aussi par objectif, parce que oui, là, par exemple, là, de dimanche, je vais courir un petit 10 kilomètres, c'est rien du tout, mais bon, tu vois, c'est quand même un petit challenge. Dans moins d'un mois, je fais aussi un raid en duo avec mon chéri, mon couple. Trop bien. Donc pareil, ça va être du trail, du kayak, du vélo, enfin, tu vois, quelque chose de multisport. La semaine qui suivra, on fait un semi-marathon, c'est presque un semi-marathon. On fait Marseille-Cassis, pareil, oui, bien sûr. en course à pied. L'année qui suit, pareil, j'ai encore un autre raid en décembre avec mon binôme avec qui j'ai déjà fait mes raids. Enfin, tu vois, donc j'ai pas envie de perdre mon niveau, donc voilà, donc je continue, je cours, et puis en plus de ça, je vois que ça plaît aussi, ce genre de partage, montrer que tu peux être une femme, une maman, une entrepreneuse, et en même temps que tu arrives à te caler tes entraînements, tu vois. Donc ça plaît, donc je poste aussi, et puis je sais que ça aide à motiver. Donc voilà. Complètement. Mais excuse-moi, Alexia, comment tu gères tout ça? Parce que c'est un truc de malade. Tu fais beaucoup de choses. Comment tu gères ta vie de sportive, de maman, d'entrepreneuse? Alors, je veux quand même souligner que tu as un collaborateur exceptionnel, Sony, oui, que j'ai découvert du coup. Est-ce qu'on rêve tous d'avoir un Sony dans notre vie ou pas? Ah ouais, franchement, ça fait un peu plus d'un an qu'il est avec moi, et putain, c'est trop bien. En fait, c'est ouf, ça a l'air dingue. C'est trop bien. J'avais beaucoup de mal, tu vois, avant à déléguer. C'est vraiment quelque chose que j'arrivais pas. Et même quand je déléguais, je passais encore plus de temps, tu vois, à contrôler derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça me faisait double job. Je faisais mon job, et à côté de ça, je venais corriger et je venais contrôler tout ce que la personne faisait. Et du coup, ça me faisait encore, au final, ça me faisait double job. Donc, si tu veux, le matin, je me levais à 7h. Je me couchais peut-être à 1h du matin, parce qu'au final, quand les enfants étaient couchés, je me remettais au travail, je me remettais sur mon ordi, enfin, tu vois, j'étais tout le temps, en fait, active, tout le temps, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que j'embauche Sony. Je faisais le matin, donc j'emmenais les enfants à l'école, et moi je commençais à travailler toute la journée, donc je calais aussi, tu vois, mes moments sport dans ma journée. Une fois que je les récupérais de chez la nounou et à l'école, de là je consacrais mon temps aux enfants, tu vois, donc ça va vite, hein, entre prends le goûter, joue un petit peu avec, fais le bain, prépare le repas, enfin tu vois, ça va vite. Et une fois que je les couchais, je repartais sur allez, t'as du job, t'as encore du travail, donc je me remettais sur l'ordi, tout ça. Et donc je me couchais très très tard au final. Donc j'avais pas de temps vraiment à moi, où j'avais vraiment l'impression de souffler. Et là, avec Sony, c'est génial, parce que du coup, il a ses tâches à lui qu'il doit faire. Il gère aussi pas mal de choses, et il est tout le temps, en fait, chez moi. Donc ça, c'est très bien aussi d'avoir cette proximité, tu vois, de pas devoir s'appeler ou savoir en visio, ou enfin, tu vois, c'est du tac au tac, tu vois. Là, je dis allez, vas-y, viens, on part là, on fait ci, on fait ça. Enfin, c'est trop bien. Donc ça m'aide beaucoup à déléguer. Et maintenant, tu vois, le soir, quand je couche les enfants, je ne travaille plus. Je prends du temps pour moi, tu vois, et enfin, le temps pour moi, c'est devant la télé avec mon mari, ou alors c'est je me couche, parce que maintenant je me couche tôt, parce que je suis fatiguée le soir. Donc ouais, franchement, je vous le dis, mais je te le dis, le soir à 9h30, c'est limite, je suis au lit, hein. C'est 9h30, 10h, je suis dans mon lit, et je me couche tôt. En fait, j'ai capté que vraiment, pour être vraiment en forme la journée, et pour être très efficace, il faut avoir une bonne nuit de sommeil, quoi. Et genre 7h30, 8h, c'est juste génial. T'as l'impression d'être reposée, ta journée, t'es beaucoup plus productive. Moi, j'adore, moi, je suis très organisée. Donc, je sais que j'ai des listes, des checklists de partout, tu vois, je sais qu'il faut que je fasse ça, c'est comme ça.
Enfin, tu vois, j'organise vraiment mes journées, je me fais des plans. Alors là, il faudra que tu fasses ça, après tu passes à ça, après tu as un moment tu vas au sport, mais du coup, vu que tu as le temps, t'es pas loin de ça, tu feras que tu ailles là-bas chercher ça. Enfin, tu vois, j'essaie d'optimiser vraiment mon temps. Bien sûr. Donc, et puis il faut le dire aussi, j'ai un mari aussi qui travaille à son compte, donc lui aussi peut faire ce qu'il veut de ses horaires. Donc tu vois, il y a beaucoup aussi, on s'organise. Je lui dis, tu vois, là j'ai un rendez-vous à telle heure, est-ce que toi tu pourrais gérer les enfants ce matin-là pour les emmener à l'école? Oui, par exemple. Donc il me dit oui. Le soir, bon, la plupart du temps c'est tout le temps moi qui vais les chercher, qui les emmène. Mais tu vois, si j'ai besoin, il est toujours dispo pour m'aider. Le soir, on a notre petit rituel. Moi, souvent, je fais le bain des enfants et je prépare à manger. Et lui, il leur donne à manger pendant que moi, par exemple, je vais au pole dance ou, enfin, on est vraiment un couple, on va dire, où on se partage beaucoup les tâches. Et c'est même pas lui, enfin, il fait vraiment en fait, il remplit son rôle de père, tu vois, vraiment bien. C'est pas, il m'aide, c'est, il remplit son rôle de père. Enfin, tu vois, ce que j'aime pas dire, il m'aide. Parce que non, oui, non, mais c'est ce que j'ai pas osé rebondir, mais, ouais, voilà, mais tu vois, heureusement, tu vois, heureusement. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se sentent délaissées par le conjoint, qui ont l'impression qu'elles font tout. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, je suis très maniaque. Je suis toujours en train de ranger, de laver, de nettoyer, de trier, enfin, tu vois, j'ai l'impression que je suis toujours à 100 000 à l'heure, tout le temps. Et mais lui, il ne fait pas rien, quoi. Tu vois, il ouvre le lave-vaisselle, il voit que le lave-vaisselle est plein, il va pas le laisser fermer. Enfin, il va le ranger. Et j'ai même pas besoin de lui demander. Tu vois, enfin, il fait les choses. Enfin, je veux pas dire que j'ai un mec qui est parfait, mais franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Enfin, après, je t'avoue que des fois, quand il est 22h et que je lui dis, tu peux m'aider à plier les draps, il va me dire oui, mais avant, il va souffler. Enfin, oui, tu vois, comme tous les mecs aussi, je pense. Cette conversation est lunaire. Non, mais voilà, pour te dire qu'il est, tu vois, il m'aide, en même temps, il fait ses tâches à lui, enfin, il s'occupe de ses enfants, comme moi, on s'occupe de nos enfants, à deux, hein. Et du coup, c'est très bien parce que j'ai du temps. Clé. Et puis, c'est clé. Et puis, tu vois, j'ai pas peur de lui demander de l'aide, enfin, tu vois, lui aussi fait beaucoup de sport, du coup, lui aussi, il court beaucoup, il va faire son squash, son paddle, son je sais pas quoi, là, enfin, tu vois, il fait ses activités, et à côté de ça, enfin, des fois, c'est un roulement. Après, je t'avoue qu'il y a des journées, on a l'impression un peu de se croiser. Enfin, ou alors on se dit bonjour, limite il est 21h30 quand on est dans le lit. On se dit ah t'es là. Mais voilà, c'est ça. Mais tu vois, tous les soirs, par contre, on mange tous les soirs ensemble, quand même avec les enfants. Après, on mange à l'heure des poules. Hein. Nous, à 6h30, on est à table. Non, mais pareil, j'adore. mais c'est notre organisation. Tu vois, c'est le moment où on est tous ensemble, on est tous calés. On est tous, parce que moi, tu vois, même quand je vais au pole dance, c'est le soir, c'est plus vers 20h. Et nous, vers 20h, les enfants sont couchés, donc ça permet de manger ensemble. Enfin, voilà, on a notre petite organisation de vie qui est quand même très active la semaine, mais on aime ça. De toute façon, on est deux personnalités où on est quand même, on supporte pas de rien faire. Du coup, on s'est bien trouvé sur ça, et on va dire que notre vie, elle est bien, voilà, elle est bien remplie. En même temps, ouais, voilà, ça nous convient comme ça. Mais oui, après, tu vois, rares sont les moments où je suis par exemple, assis sur mon canapé et où je scrolle Instagram. Tu vois, c'est où je regarde par exemple Instagram, c'est le soir dans mon lit des fois, ou alors assis sur les toilettes. Enfin, tu vois, c'est j'ai pas le temps. On est toujours en train de faire quelque chose. Donc voilà, le temps est très optimisé. Donc voilà comment j'arrive à faire tout ça, quoi. C'est ça. Et donc, pour résumer tes tips, donc bien dormir, être bien organisé, agir être, comment dire, un couple solide et chacun a sa part à remplir, quoi, concrètement, et ça, c'est hyper important. Et comme tu dis, optimiser son temps, c'est clé, surtout quand on est entrepreneur, maman, etc., qu'on est un peu multicasquette, l'optimisation de son temps et l'efficacité, c'est clé. Il y a un truc que t'as pas dit et que j'ai lu dans un des articles, je sais plus, j'ai lu pas mal de choses sur toi, et ça m'a fait rire. Tu conseilles de boire beaucoup d'eau et que tu as toujours ta gourde avec toi, et ça m'a fait penser à moi, parce que j'ai toujours ma gourde avec moi, même quand je vais en soirée, enfin partout où je vais, j'ai ma gourde. Et ça, c'est clé aussi. Je dois boire au moins 3,5 litres par jour. Hein. mais je comprends tout à fait. Je bois au sport, mais en fait, j'ai toujours ma gourde et je bois tout le temps. Je bois tout le temps.
Bon, après, par contre, je fais pipi tout le temps aussi. Ça, c'est l'inconvénient. Mais oui, je bois beaucoup d'eau, ça c'est sûr. Et après, par contre, je veux bien, enfin, je souligne ça, l'organisation, être à fond de ça, mais ça veut pas dire non plus qu'il y a pas des jours, des fois, où je suis débordée, où il y a des jours même où j'arrive à rien, et il y a des jours où je suis tellement débordée qu'en fait, je me rends compte que plus t'es débordée et plus tu te dis par quoi je vais commencer, et au final, tu te rends compte qu'il est déjà 14 heures et qu'en fait, tu n'as rien fait. Tu vois ce moment-là où tu es tellement débordé que tu n'arrives pas à avancer et que tu n'arrives rien à finaliser. Donc j'ai aussi ces moments-là où des fois c'est totalement, on va dire, enfin n'importe quoi dans mes journées. Mais bon, vu qu'il y a des autres jours sont plus productifs que d'autres, tu vois, on va dire que ça compense aussi certaines journées. Complètement. Tu viens de sortir ton livre. Félicitations. C'est Merci. Cool. Ça fait quoi d'écrire un livre? Bah, écoute, ça fait bizarre parce que jamais je n'aurais pensé faire ça un jour dans ma vie, tu vois. Je vais pas te mentir, c'était pas un rêve ou quelque chose que je me disais un jour j'aimerais écrire mon livre. Pas du tout. Ça m'est tombé dessus comme ça, une maison d'édition qui m'a proposé justement de vivre cette aventure. Et je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Mais au début, tu vois, j'avais très peur parce que je me suis dit mais qui va lire mon livre? Je me suis dit je suis personne en fait, tu vois. Enfin, j'avais beaucoup de mal au début de me dire mais mince, qu'est-ce que je vais y raconter dedans, et surtout est-ce que les gens vont vouloir le lire, est-ce que les gens vont aimer lire ce que j'ai écrit. Et en fait j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre et j'en suis vraiment très contente parce que j'y raconte beaucoup de choses, je me confie sur beaucoup de choses, en même temps je raconte aussi beaucoup de mon quotidien, de ma vie privée comme de ma vie aussi que je peux exposer sur les réseaux. Et j'ai vraiment été, j'ai adoré au final et je suis trop contente parce que j'avais très peur justement de ce retour, si les gens allaient aimer me lire. Et j'ai que des messages du style j'ai adoré lire ton livre, je n'arrivais pas à m'arrêter. Moi qui n'aime pas lire, j'ai lu ça en 2 heures. Enfin, tu vois, donc je suis très fière en même temps et très heureuse d'avoir finalement de m'être lancée et d'être allée au bout de ce projet. Et tu racontes quoi alors dans ce livre? Je raconte mon quotidien. En fait, je raconte mon quotidien de femme, de maman. C'est plus, on va dire, porté aussi sur la famille. Et pour ça, il a fallu aussi que je raconte aussi un peu mon parcours de vie avec mon enfance avec mes difficultés, enfin les choses que j'ai pu vivre dans ma jeunesse. Après, je vais pas tout dévoiler parce que voilà, je laisse aussi tu nous fais la juste surprise. Un petit teaser. La surprise, voilà, mais je raconte beaucoup, voilà, je parle beaucoup de mon passé et ce qui a fait que je suis devenue aujourd'hui cette femme-là et cette maman-là. Voilà. Génial. Ok. Mais en tout cas, félicitations, c'est un super beau projet. Je pense que tu dois être super fière de te dire, voilà, j'ai écrit un livre avec des choses qui comptent, ton histoire, ton parcours, ton quotidien. C'est fort, je pense, comme réalisation. Ouais, je suis très fière, très contente. Bravo à toi. Merci. Est-ce que tu as des futurs projets, Alexia, qui sont dans le pipe? Comme futur projet, j'ai plein de... Un 4e baby? Non, je rigole. Non. Tu sais, on me le demande tout le temps. Ah, c'est vrai? Ah, merde. Ouais, on me le demande tout le temps. Parce que, voilà, j'en ai déjà 3, et au final, un 4e, ça ferait quoi? C'est un de plus, quoi, finalement. Non, mais en fait, là, je me sens vraiment complète, tu vois, parce que maintenant, les enfants, on va dire qu'ils ont tous un petit peu grandi. Camille, le dernier, est toujours petit, tu vois, il a que 2 ans, mais ça y est, c'est plus un bébé, tu vois, il commence à parler, à être un peu plus autonome, tu vois, et on va dire que le quotidien devient un peu plus facile. Enfin, facile, je me comprends dans le sens où t'as un peu plus de liberté, dans le sens où t'es pas totalement dépendante à 300% tous les jours, tu vois, sur ton bébé, tu vois. Enfin, tu peux sortir sans te dire, oh là là, attention, là, il va y avoir la tétée ou le biberon, ou là, qu'on fasse attention, c'est le moment de la sieste, tu vois. On va dire que c'est plus fluide quand les enfants grandissent, et on a tellement un bon rythme qu'on est bien. Et tu vois, je me verrais pas encore repartir dans les couches, dans les nuits agitées, tu vois, dans cette fatigue. Mais après, tu vois, quand je vois des petits bébés, oh là là, je me dis, oh là là, c'est vrai que ça manque aussi, tu vois, mais je pense que mon quotidien aujourd'hui, on est tellement bien comme ça, tous les 5, que pour l'instant, non. Pour l'instant, pas de 4e bébé. Après, tu vois, on sait pas de quoi est fait demain, hein, tu vois, je sais pas, peut-être que, après, je pense que je suis encore jeune, enfin, je me considère encore jeune. Peut-être que, je sais pas, peut-être que dans quelques années, ça nous manquera et qu'on aura envie, tu vois, je peux pas dire. Mais pour l'instant, c'est pas du tout en projet. Là, je pense plutôt
des projets plutôt sportifs, tu vois, des challenges sportifs. J'adore le pole dance, donc tu vois, je me dis, tu vois, j'aimerais bien peut-être faire un truc là-dessus, donc je peux pas trop en dire encore, tu vois, mais voilà, il y a des choses qui me travaillent, surtout au niveau, on va dire, travail et voilà. Côté famille, on est bien, on va s'arrêter là, c'est très bien pour l'instant. Mais voilà, côté travail, après, ben voilà, j'ai toujours soif de nouvelles choses, de me renouveler dans plein de choses, donc je ne sais pas encore, mais ça prendra le temps qu'il faut, tu vois, mais voilà, pour l'instant, on verra bien ce qui sera fait demain. Bon, en tout cas, on te sent très épanouie. Tu as utilisé le terme « tu te sens complète », c'est très fort comme terme et c'est beau d'en être arrivée là, donc bravo. Bravo pour tout ça. C'était hyper chouette de passer un petit moment avec toi. Je ne te laisse pas tout de suite. Nous avons 3 questions rituelles dans le podcast des locomotives que je pose à toutes mes invitées. Donc, tu vas y passer aussi, Alexia. D'accord. Première question, c'était quoi ton rêve de petite fille ? Ah ben, ça va paraître très cucu, mais je rêvais d'être une maman. Ah, c'est trop mignon. Ouais. Rêve exaucé, du coup ? Oui. Ah, j'ai les larmes aux yeux, du coup. Ah, c'est vrai ? Pardon, j'avais même pas capté. Ça t'émeut de parler de ça ? Non, ça me fait un truc. C'est fou. Bah, c'est parce que c'est un rêve hyper profond, quoi, que en plus t'as réalisé. Ouais. Ouais, je voulais être une maman, tu vois, je voulais avoir mon enfant, je voulais l'aimer, tu vois, le chérir, tu vois, enfin bref. Je voulais être une maman qui aime son enfant. C'est beau, c'est hyper beau. Merci de partager ça avec nous, en tout cas, Alexia, même si ça te fait surgir autant d'émotions. Deuxième petite question qui, du coup, te donnera peut-être moins d'émotions. Est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie, une phrase, une philosophie de vie ? Moi, je dis souvent à mes copines, à mes abonnés, enfin, tous les gens autour de moi, je leur dis toujours, ayez confiance en vous. Croyez en vous, parce que quand tu crois en toi et que tu as confiance, tu peux faire de grandes choses, en fait. Enfin, tu vois, je répète toujours aux gens, il faut arrêter de se dévaloriser, tu vois, et de croire en soi, parce que on est capable de faire de grandes choses, tous. Et je pense qu'on est beaucoup trop de monde sur Terre à se dévaloriser tout le temps, à se dire non, moi je suis pas capable, oui, elle l'a fait, mais moi je pourrais pas. Peu importe le domaine, que ce soit dans le travail, dans la vie perso ou autre, de croire en soi et surtout de faire les choses pour soi et pas pour les autres, tu vois, ça. Parce que bien souvent, on fait les choses d'une manière pas forcément correcte. On fait les choses parce que on veut faire comme elle ou parce que cette personne a fait ça ou non. Faire les choses pour soi, avec vraiment ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin et surtout croire en soi. Je trouve que c'est très important pour avancer dans la vie sereinement, tu vois. Complètement. Et du coup, je pense que ta réponse va rejoindre la réponse de ma dernière question. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ? Ah ben, enfin, d'avoir confiance quand tu fais les choses, de prendre cette assurance et d'aller au bout de ses rêves et de faire les choses comme tu en as envie surtout. Et ne pas se poser trop de questions dans le sens où quand tu vas faire quelque chose, tu seras toujours forcément critiqué, quoi que tu fasses. Faut se dire ça, en fait. Moi, je me dis, quoi que je fasse, dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un ou qui sera pas d'accord avec toi ou qui pensera quelque chose. Mais peu importe tant que tu as confiance en toi et que tu fais les choses pour toi, ben ça va rouler, c'est sûr. Complètement. Je suis 100% d'accord avec toi, Alexia. Merci beaucoup pour cet échange et pour ce partage authentique qui te ressemble si bien, j'ai envie de dire. Je te souhaite une très belle continuation, Alexia. Merci beaucoup. Salut, Alexia. À bientôt, au revoir. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.